participation des autorités locales. Voilà, qui faisait, voilà, ça fait honneur aux familles qui ont accepté de travailler avec les services sociaux en ce moment. On remarque aussi qu'il y a eu une amélioration de la fréquentation des services sociaux dans les endroits où nous sommes passés avec ce programme. Une autre innovation qui est ressortie, à l'écoute du terrain, parce qu'en échangeant avec les parents, on se rend compte qu'ils ont vraiment des difficultés financières et l'une des réponses, c'était de susciter une épargne interne locale par un outil qu'on appelle les associations de valorisation d'épargne et de crédit. Et donc, ces associations, après le 2021-2022, le PPAV en a mis en place 50, mais c'est passé depuis à plus d'une centaine d'associations existantes et fonctionnelles sur l'ensemble du territoire. Parce que la première année, c'est comme ils ne connaissent pas l'outil, ils sont un peu réticents, mais quand on fait le partage et le bouche à oreille fait qu'il y a de nouveaux groupes qui s'ouvrent et les centres sociaux les assistent, les accompagnent, les CESU les accompagnent et de sorte à ce qu'ils aillent vers une certaine autonomisation, une révalorisation de leurs actifs et puis les points focaux qui sont dédiés continuent de faire des visites à domicile pour voir si les ressources qui sont générées profitent réellement aux enfants. Parce qu'une chose est de générer des ressources, une autre est de les affecter au mieux-être des enfants. Alors, les difficultés rencontrées, on a rencontré beaucoup de difficultés, mais passionnément, on a quand même avancé, on a poussé, encouragé par l'accueil que le terrain nous réservait, par les retours qu'on avait, parce que c'était un problème crucial que ce programme adressait dans les familles, quel que soit l'endroit où nous étions. Toutes les familles étaient d'accord pour dire que c'est un outil qui est primordial dans la mesure où ils ont beaucoup de difficultés à se faire comprendre de leurs enfants. Et les enfants aussi disent qu'ils ont des difficultés. Les parents n'arrivent pas à comprendre, à les comprendre. Et cette difficulté de communication faisait que l'atmosphère était complètement difficile et que les résultats scolaires dégringolaient. Alors, difficultés rencontrées dans le cadre de notre travail. Bon, on a eu beaucoup de contraintes budgétaires, beaucoup de contraintes. Voilà, ça entravait la planification globale et ça entravait aussi le fait que vous arriviez sur le terrain de façon presque inopinée et vos collègues sur le terrain, bon, et on vous demande, mais vous ne pouvez pas juste nous dire que vous arrivez dans 2 jours. Non, on doit planifier sur 6 mois, sur 8 mois, mais quand les budgets ne suivent pas complètement, ça devient un peu de bricolage, mais il fallait quand même pousser pour faire quelque chose et on a poussé. Les conditions étaient sacrément difficiles parce qu'il faut savoir que l'OMS détermine pour le coût d'une famille, pour un programme comme Strong Family, entre 200 et 400 $, c'est ce que coûte la formation pour une famille. Et sachant que nous avions une équipe en centrale à Abidjan qui se déplaçait avec toute la logistique pour rejoindre ces villes, il fallait regarder toutes les conditions logistiques autour. C'était pas forcément rempli, c'était assez, voilà, on a eu des difficultés, des contraintes budgétaires importantes, mais quand même, ça ne nous a pas empêché d'aller vers les familles. Donc, voilà, les budgets étaient un peu quand même insuffisants pour couvrir les besoins réels des équipes sur le terrain. Et puis, on a eu quelques difficultés aussi, parce que quand vous n'avez pas planifié, sur 3 mois ou 6 mois, lorsque vous arrivez dans une localité et que vous travaillez en même temps, vous êtes en train de partir pour l'autre localité parce que vous n'avez pas forcément tout le budget pour les hébergements et tout,
effectivement, vous êtes confronté à une mauvaise connaissance de la cartographie des acteurs locaux et vous n'avez pas suffisamment de temps pour pouvoir adresser les questions qui ne relèvent pas de votre compétence, mais qui vont ressortir dans les sessions. Vous n'avez pas le temps d'adresser aux services compétents ces familles-là. Et ça, c'est vraiment un regret. C'est vrai, on a beaucoup travaillé avec les centres sociaux, qu'ils soient isolés ou non. On a beaucoup recommandé les familles aux centres sociaux, aux CES qui étaient là. Mais on aurait pu aller un peu plus loin parce que nous, on n'avait pas de psychologue dans l'équipe et on aurait pu aller un peu plus loin. On aurait pu aller un peu plus loin. On a eu beaucoup de situations d'enfants non déclarés à la naissance. On a eu beaucoup de situations, des cas sociaux importants où un père, par exemple, hein, on a rencontré quelqu'un à Lakota qui avait été victime d'un sinistre et que son atelier de couture avait brûlé avec l'incendie du marché de Lakota et il n'avait pas réussi à se réinstaller. Et pour nous, on a monté un dossier, on a fait remonter à la hiérarchie, mais on n'a pas forcément eu vraiment tous les ressorts derrière. Parce que quand vous allez vers les populations, beaucoup de problèmes sont relevés, mais quand vous n'avez pas de réponse adéquate, vous êtes un peu désolé. Et donc, ce sont des choses à corriger. Ce sont des choses à corriger. Et nous demandons aussi qu'il y ait vraiment des psychologues qui se joignent à l'équipe quand on rencontre, parce qu'on a vu beaucoup de cas où les gens pleuraient, où les blessures ont été réouvertes. C'était difficile, mais c'était bien. C'était difficile. C'était des expériences humaines profondes. Alors, la mobilisation et la fidélisation des familles, au départ, chaque fois on fait la mobilisation des familles, vous allez voir que la question revient. Quelles sont les dispositions qui sont prévues pour les familles? Quelles sont les dispositions qui sont prévues pour les familles? C'est vrai, on avait prévu quelque chose pour les familles au départ, et puis ensuite, ça s'est amenuisé, puisqu'on avait des problèmes, des contraintes budgétaires, ça s'est amenuisé. Et après, ça traînait les pas un peu pour les premières sessions. Surtout, on commençait souvent en retard parce que les familles traînaient un peu les pas. Il y a certains qui étaient sur les listes mais qui ne venaient pas, on les remplaçait. Mais dès que, je vous promets, dès que la première session, on finissait la première session, ils arrivaient à saisir combien de fois c'était important pour eux, c'était intéressant. Et là, il ne manque pas les sessions suivantes. Mais là, le démarrage de la première session, on avait toujours cette question-là sur les formalités administratives, comme on les appelle. Quelles sont les formalités et voilà. Parfois, on avait des barrières linguistiques. Et du coup, comme on avait les leaders communautaires étaient toujours avec nous, il y avait toujours une personne dans la salle qui assurait ce relais-là pour pouvoir traduire quand le besoin était traduit en langue vernaculaire. Donc, on a contourné cette difficulté-là, mais c'est bon aussi que dans la conception même du projet, on comprenne que pour certaines régions, il faut prévoir le traducteur dès le départ pour éviter certains biais. Maintenant, le nombre insuffisant de formateurs, à la base, il y avait 12 formateurs. Bon, nous sommes intervenus en tant que gestionnaire de projet sur toute la durée de l'implémentation du projet. Cependant, les formateurs qui ont été 12 pour le territoire national, ce n'est pas beaucoup. En même temps, ce sont des personnes qui ont beaucoup de responsabilités administratives. Donc, ils ne peuvent pas forcément se déplacer quand on n'a pas fait une planification depuis le départ, une planification qu'ils doivent naviguer à vue. Ça pose des difficultés. Ça pose des difficultés de disponibilité et parfois, il fallait assurer le gap d'une manière ou d'une autre pour que le travail puisse se faire dans toutes les villes qui ont été sillonnées. Alors, les résultats, on a des résultats quantitatifs, mais avant qu'il y ait une étude d'impact ou une étude une étude de capitalisation pour pouvoir ressortir complètement
les résultats de ce travail qui a été fait sur le terrain. Ici, j'ai voulu relever quand même le substrat de ce qui revient dans toutes les villes où nous sommes passés. Nous avons discuté avec les parents, nous avons discuté avec les enfants et j'ai voulu faire savoir quand même qu'est-ce qui était ressorti de façon transversale. Les préoccupations qui sont ressorties, c'était pour les enfants, quel est l'élément principal qui les stresse? Vraiment, les violences corporelles, les injures et les menaces sont leur quotidien, même dans leur propre famille. Et ça, je pense que tout le monde doit se mettre au travail pour pouvoir réduire cet état de fait. Les enfants disent que lorsqu'ils sont en situation d'échec scolaire ou qu'ils ont de mauvais résultats, eux-mêmes, ils sont stressés. Ce qui n'est pas de l'avis des parents. Les parents pensent que les enfants, ça ne leur dit rien quand ils ont de mauvais résultats. Non, les enfants disent qu'ils sont eux-mêmes stressés quand ils ont de mauvais résultats. D'accord? Et puis, les violences en bande, les enfants ont très peur des violences en bande. Les violences inter-écoles font que ces violences-là font qu'un enfant peut quitter la maison. Il a bien envie d'aller à l'école, mais il a peur parce qu'il y a des groupes, il y a des gangs, et il préfère aller se cacher quelque part où il pense être en sûreté au lieu d'être sur le chemin de l'école où il y a des groupes inter-écoles qui s'affrontent. Et ça, on voit ça encore trop souvent. Il faut prendre des dispositions pour que ça puisse, voilà. Les enfants ont relevé les conflits liés à la polygamie des parents. Ils disent qu'ils en souffrent et, et on a rencontré quelque part un père qui n'avait pas compris pourquoi les résultats de sa fille pourtant brillante ont dégringolé à l'école. Il n'avait pas fait le lien avec le fait qu'à un certain moment, il a commencé à gérer sa vie autrement. Il n'était pas forcément à la maison, il avait une autre maison, il partait et quand il revenait, la mère se plaignait, il la frappait. Donc l'enfant, dans la session, elle a relevé le fait que le père, non seulement il est une autre femme, mais il frappait sa maman et les résultats ont dégringolé. Et le père, il était complètement étonné parce qu'il n'avait pas fait le lien entre ce qui se passait dans sa vie voilà, d'adulte là, et le ressenti de l'enfant. Il n'avait pas fait le lien pour savoir que c'est ce qui avait fait le lien de cause à effet. Donc faisons attention. Les disputes, les séparations des parents, les accidents. Certains enfants ont peur de la sorcellerie, ils ont peur de la faim et ce sont des choses qui les stressent à fond. La chicotte de la maîtresse est ressortie encore un peu trop à notre avis.